Vous avez pas de la lumière, vous? Si. Ah si. Ok. Si mes dents qui morades, suivez les fils électriques. Dans l'ancien temps, la coutume c'était, tu trouves une porte, s'il y a personne dedans, tu mets un cadenas aléatoire. Il y a longtemps. Après avoir frappé à la porte de tous les hôtels, je trouve enfin une chambre au Lion d'Or, place Jeanne d'Arc. Des maisons creusées à même le flanc de colline. Et des vignes, bien sûr. Oui, bah dans le c'est au niveau de là où il y a le bus après, là, je vais vous déposer. Bon, ils sont le doigt, c'est tout droit, donc ça c'est à Copac, mais. Comment? Ah non, vous êtes là-bas, il est par là. Donc je vais vous déposer là, donc. Je suis un peu brute. Non. Merci. Bonne journée, madame. À bientôt, au revoir. Une dame me dépose gentiment, enfin elle m'avance vers la maison de Rabelais. Et elle parle un français que je ne comprends pas. Mais elle est très sympa. Il pleut et je suis pas bien couvert, mais bon. Des champs à perte de vue. Alors ça c'est la vue depuis la maison de Rabelais, à La Devinière. À visiter la petite chambre du maître, on ressent de l'émotion à penser qu'une œuvre si grande, si fertile, est née ici, dans cette maison perdue au milieu des prés tourangeaux, et à penser que la Renaissance française doit beaucoup à ce bout de terre. Descendre sous la maison de la famille Rabelais, il y a une sorte de labyrinthe de pièces en enfilade sur plusieurs niveaux, avec le four à pain et à fouet. Les fouets, c'est une sorte de nan tourangeau, en fait. Et en parlant de pain, bah, je commence à avoir faim, donc je vais rentrer à Chinon pour me substanter. Je suis dans une auberge un peu étrange. Je suis chez Dédé la Boulange, le gargantua local. Et je visite la cave avant de manger un repas éprouvant et calorique du moins en plein été. J'ai fait une vidéo sur ça que je vous mets en haut à droite. Et voilà enfin la raison de ma venue. Les caves Pinct de Chinon. Alors du coup, qu'est-ce que vous connaissez des gueux? Eh bien, Parce que l'avantage quand c'est qu'une seule personne, c'est que du coup, on peut c'est aller... pas magistral, on peut échanger. Moi... On est vraiment dans des conditions de conservation. L'idéal, la température de garde idéale, c'est de 13 degrés. Mais le plus important, c'est surtout. Ok. Voilà, l'important, c'est voilà, la température, l'hygrométrie soit stable.
absence de lumière, et du coup, comme ça, votre vin sera dans des conditions de conservation optimales et idéales. Et là, un Vouvray 37, vous avez, c'est ça? Non. Vous ouvrez de mémoire, c'est 37, oui, je crois. Et il était, comment il était? C'était un vin, il était légèrement passé. Il avait un goût de vieux vin, mais il était passé, je vous dis, comme un vin qui aurait 25 ans et qui aurait dû être bu à 20 ans. Alors qu'il avait... Alors qu'il avait 70 ans. Ils ont dû commencer de bonne heure, je pense aussi. Vous restez longtemps. Vous restez longtemps. Donc voilà, là on arrive à la partie vraiment où les entonnoirs se réunissent. À l'époque de Rabelais, c'était... moi, dans le bouquin que je lis, il dit qu'il y avait un truc qui s'appelait l'auberge de la Lamproie. Ouais, c'est peut-être une invention. Et excusez-moi, juste, il y a marqué quoi déjà là? Devez toujours, ne meurez jamais. Là, je vous conseille d'allumer la lampe de votre téléphone. Vous avez pas de la lumière, vous? Ah si? Ok. J'ai mis les lampes tout en rade, suivi des fils électriques. Sur quelques dizaines de mètres, et c'est que des caveaux privés, des petites caves à vin personnelles. Utilisé encore? Pour certaines, pour d'autres, abandonnées depuis longtemps. Celle-ci, par exemple, est abandonnée depuis suffisamment longtemps pour que je me dise que peut-être un jour, j'aimerais me renseigner. Dans l'ancien temps, la coutume, c'était tu trouves une porte, s'il n'y a personne dedans, tu mets un cadenas aléatoire. Il y a longtemps. J'adore. Ouais, ouais. Oui, il y a des... Cette porte-là, par exemple, vous voyez bien qu'elle est utilisée encore récemment. Ça va bien, ouais. Ici, oui, peut-être 63, des choses comme ça, il y a plein de gens. Les réseaux des caves, en fait, ont servi aussi, vous imaginez bien, comme n'importe quel réseau de caves. Pendant la guerre? Ça servi pendant toutes les guerres, vous voyez. Pendant les guerres de religion, pendant des choses comme ça. Jusqu'à, a priori, il y a un certain nombre de résistants qui étaient ici, comme on disait, la cave intéressante. Ouais. Là, on rentre en spéléologie. Et là, regardez, on a ce qu'on appelle les os sur le plat. Vous voyez beaucoup plus là-bas parce qu'il y a moins de passage. Une petite stalactite que vous avez au plafond, en fait, avec le calcaire qui est dedans qui tombe. C'est là où tu es un peu piétiné, mais vous voyez vraiment plusieurs épaisseurs, plusieurs couleurs, en fait. Le centre est bien jaune, et sur les bords, ça s'éclaircit. Ça donne vraiment l'impression, celles qui sont intactes, d'avoir un œuf sur le plat. Ah ouais, dis donc. Le calcaire qui fait tout ça. Il y a dû avoir de nombreuses soirées, je crois, j'imagine. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les compter. Ouais. De nombreux trous noirs aussi, j'imagine. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les compter. Donc là, la lumière en haut du tunnel. On rejoint la partie civilisée. Incroyable.
cette terre